Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. En ouverture, aujourd'hui nous ferons le point sur une nouvelle norme du Wi-Fi parce que j'aimerais bien comprendre et aussi vous permettre de comprendre si véritablement le Wi-Fi 6 apporte un mieux par rapport au Wi-Fi 5 que nous utilisons depuis de nombreuses années. Mon invité est donc mon premier invité est donc un spécialiste des réseaux Wi-Fi, Marc Tayeb de WeFirst. Vous nous aiderez à y voir plus clair sur ce sujet, je compte sur vous. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera sa sélection de news. Et au cœur de cette émission, eh bien, nous intéresserons à la reconnaissance faciale, aux technologies qui portent la reconnaissance faciale, à son développement, aussi sa fiabilité, sa sécurité et au modèle de société qu'elle porte et aux garde-fous. Ce sera avec 4 experts qui viendront chacun apporter un regard très spécifique sur ce sujet. J'espère qu'ils seront complémentaires en tout cas. Et puis nous aurons dans l'alerte cyber une initiation au chiffrement des messages et on terminera avec une idée de ce que pourrait ressembler, à quoi pourrait ressembler la rentrée avec la salle de classe du futur. Mais avant toute chose, alors je voulais ouvrir cette émission avec le Wi-Fi 6. Qu'est-ce que ça change véritablement? Ceux qui ont suivi notre édition spéciale, au moment où j'ai invité Xavier Niel la semaine dernière, il nous a dit, alors moi, pour ma box, eh bien, j'ai décidé de ne pas opter pour le Wi-Fi 6 parce que finalement, lors des tests que nous avons réalisés avec mes équipes, eh bien, on n'a pas constaté de gain. C'était même plutôt avec des performances moindres par rapport au Wi-Fi 5. Il a cité également d'autres soucis avec ce Wi-Fi 6 et dit que finalement, il valait peut-être mieux attendre le Wi-Fi 6E, qui est encore une évolution de cette norme. Alors Marc Tayeb, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech. Vous êtes président de WeFirst, ça veut dire que vous offrez des réseaux Wi-Fi professionnels en accent sur la qualité de ces réseaux. En fait, vous dites le Wi-Fi tout seul, c'est bien, mais ce qui compte, c'est savoir le faire fonctionner. Et donc, puisque vous nous parlez de qualité, dites-nous ce qu'il en est, ce que vous pensez de ce Wi-Fi 6, vous. Alors, le Wi-Fi 6, c'est pas délirant ce qu'a dit Xavier Niel. Le Wi-Fi 6, c'est quand même mieux que le Wi-Fi 5. Mais là où la vérité est têtue, c'est que le Wi-Fi 5 fait des débits assez délirants qui sont du 1 gigabit. Et donc, le client final qui utilise son téléphone, il n'a pas besoin d'avoir 20 gigabits sur son téléphone. Donc, moi, je ne suis pas du tout choqué par un Wi-Fi qui soit 5 ou 6. Le 5 est très bon. Alors après, le 6, est-ce qu'il est meilleur? Oui, quand même. Alors, meilleur en quoi? Alors voilà, il y a quatre paramètres dans le Wi-Fi, enfin, dans les télécoms. Le premier paramètre, c'est le débit. C'est meilleur. Voilà, c'est meilleur, mais à partir d'un moment où vous avez une Porsche ou une Ferrari, bon, vous avez gagné 20 km/h, c'est pas... Voilà, et puis on parle de meilleur, c'est-à-dire de meilleur débit théorique. Exactement. Pas en situation réelle. Exactement, puisqu'après, il y a le deuxième paramètre qui est la densité. Puisque si vous partagez le Wi-Fi à 1 ou à 50, c'est pas pareil. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de comprendre les pubs télécom quand on dit tel giga, tel... Il faut comprendre combien vous êtes dans la salle, à combien de bornes vous êtes. Aujourd'hui, quand on parle aussi de 5G, la 5G, si vous mettez une antenne et que vous la mettez dans un stade de foot, ça va sauter. C'est une seule borne toute seule saute. Donc il faut densifier. Donc c'est la densité. Donc avoir des répéteurs, vérifier aussi la configuration de son appartement. Parce qu'en fait, on a tous des problèmes avec notre Wi-Fi à la maison, clairement. Tous. Voilà. Bon. Mais, et le Wi-Fi 6 ne va pas résoudre ce problème? Non, le Wi-Fi 6 ne va pas résoudre ce problème-là. Ce qui va résoudre ce problème-là, c'est la façon de positionner les bornes et la façon de les opérer et la façon de savoir quand est-ce qu'une borne commence à être abagotée, à ne pas être très bonne. Et donc, peut-être la changer avant, la mettre à jour. Aujourd'hui, le Wi-Fi... En fait, il apporte plus d'informations, c'est ça, sur le réseau? Le Wi-Fi 6? Oui. Non, ce que moi j'apprécie le plus dans le Wi-Fi 6, c'est son côté économie d'énergie. Donc, quand on l'aura, alors moi, il y a un exercice très compliqué à faire, c'est faut-il couper la Wi-Fi 5, la borne Wi-Fi 5 pour mettre une borne Wi-Fi 6? Est-ce que ça coûte finalement le remplacement? Est-ce que si je viens de déployer, c'est pas plus cher, plus énergivore? En revanche, si vous avez un nouveau réseau, autant le faire en 6. Alors avec le bémol suivant, c'est le 4e paramètre, c'est qui est compatible avec vous. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme matériel compatible Wi-Fi 6 aujourd'hui? Pas beaucoup en fait. Ok. L'iPhone aujourd'hui commence à partir du 11, le 6. C'est depuis 2019, novembre 2019. Donc si vous voulez, vous avez un iPhone 8 qui est super, ça vous sert à rien. Donc, il est rétrocompatible? Je peux quand même... Le 8, non? Non. Ah bon? Non. Ah oui. Non, la chipset doit être à l'intérieur, donc il n'y est pas. Donc il faut avoir un iPhone 11 Pro
Moi, j'en ai un et on fait des déploiements Wi-Fi 6, on est très content, on fait des trucs super. Mais mes clients qui ont du Wi-Fi 5, on a 3 millions d'utilisateurs en Wi-Fi 5, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc, Wi-Fi 6, oui, c'est mieux. Ferrari versus Porsche, ou je ne sais pas si on a le droit de parler de marque, mais c'est un peu ça. Oui, ce serait super, moi, si j'avais une Ferrari à la maison. Mais, mais c'est pas encore. C'est pas encore le cas avec le Wi-Fi. Et le 6E, alors, la norme d'après? Le 6E, alors c'est sorti aux États-Unis comme une... en fait, c'est un changement de fréquence et un agrandissement des fréquences. Quand vous avez si vous prenez le Wi-Fi comme une autoroute, vous avez un certain nombre de voies. Donc c'est bien d'avoir des voies pour rouler, mais il n'y en avait pas assez pour le Wi-Fi. C'est déjà plus, il y en a plus que sur les autres fréquences, mais sur les autres technos. Et donc le Wi-Fi 6E, c'est encore plus de voies. Donc ils ont monté d'un gigahertz la fréquence. Donc aux États-Unis, c'est une news révolutionnaire que personne n'a reprise. C'est ouvert maintenant. Ils ont ouvert 1 GHz. C'est monstrueux. Donc ça veut dire que le Wi-Fi, la technologie Wi-Fi, a des belles années, à mon avis 10 ans devant elle on peut surfer dessus puisqu'il y aura plus de place, plus de voies pour les voitures. Il n'y a pas véritablement de concurrent de Wi-Fi sur les technos sans fil? Non, et c'est même pire que ça. C'est le jeu l'œuf et la poule. Maintenant que le Wi-Fi a pris le lead, c'est une très belle techno, mais on aurait pu en trouver des petites variantes. Les usines sont faites. Il y a 8 milliards de chipsets qui sont vendus chaque année. Donc ça va être très difficile de faire une chipset moins chère, puisque on a amorti les usines et qu'il y a un très gros volume. Donc oui, je pense que le Wi-Fi, c'est une techno assez sérieuse, assez performante. Alors, puisque vous savez très bien manier le Wi-Fi et créer des réseaux de qualité, vous auriez quelques conseils à nous donner? Oui, il y en a une. Alors, il y en a une anecdote. Je suis allé dans un magasin que je nommerai pas, qui est devenu notre client, et on a trouvé une borne qui était collée à du métal. Et donc, en fait, si on regarde, il faut regarder sur Internet la diffusion d'une onde, c'est une lobe grosse devant et une petite lobe derrière. Et donc, si vous tapez sur du métal, donc vous collez votre borne sur un peu de métal, la lobe derrière va rebondir et donc votre téléphone va nécessairement recevoir 2 ondes, la frontale et le retour du métal. Donc, c'est pas 2 fois mieux, ça? Non, c'est pas 2 fois mieux. C'est 2 personnes qui parlent, c'est votre voisin qui met de la musique et vous qui en mettez un peu plus. Vous voyez, donc à bout d'un moment, personne n'entend rien. Non, le premier truc, c'est quand il y a du métal, peut-être baisser les puissances, l'écarter du métal. Et on a, pour l'anecdote, on a appelé le directeur général de l'enseigne qui nous a signé finalement le déploiement de ces boutiques. Et effectivement, ça, c'est un truc. Et puis, faut les éloigner et il ne faut pas en mettre trop. Les bornes Wi-Fi, c'est une erreur de croire que plus vous en mettez, et mieux ça va capter. Et il faut faire presque de la haute couture, c'est-à-dire qu'il faut que la fin de l'onde de la borne 1 touche à peine la fin de l'onde de la borne 2. C'est pour ça qu'on parle de maillage. Non, parce que le maillage, c'est quand elles se parlent entre elles. Ah, voilà. D'accord. Bon, alors on arrête avec l'allégorie. Très bien. Merci beaucoup Marc Taïeb de Wifir. Je vous garde un petit peu avec nous. On va écouter les news de Victoire Sicora. Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. Alors on démarre avec le Congrès américain qui auditionne les GAFA. Et oui, le Congrès auditionne 4 géants américains des nouvelles technologies depuis hier. Les patrons des GAFA, Google, Amazon, Facebook ou encore Apple, ont été entendus hier par une commission parlementaire chargée de la concurrence. Et quelle est la position de Donald Trump sur ce sujet ? Alors sur la Big Tech, il déplore l'inactivité des politiques et assure qu'il n'hésiterait pas à passer en force en cas d'inactivité. TikTok livre ses secrets et somme ses concurrents d'en faire autant. TikTok va mettre à disposition des régulateurs, ses algorithmes, ses méthodes de ciblage ou encore ses systèmes de modération. Les autorités compétentes pourront ainsi disposer de ces informations en temps réel et sans procédure légale complexe. Et est-ce qu'il y a donc des concurrents qui ont décidé de faire pareil ? Kevin Mayer, le CEO de TikTok, a annoncé vouloir montrer la voie et amorcer des changements. Pour assainir la compétition, il incite ses concurrents à faire de même. On ne sait pas, donc on n'a pas pour l'instant la suite. Okay. Pour l'instant, non. Google Stadia est accessible en 4G. Google Stadia, c'est la plateforme de jeux vidéo à la demande de Google. Sa toute nouvelle version permet d'accéder aux services de cloud gaming de Google grâce au réseau 4G ou encore 5G. C'est certes une version expérimentale, mais une version surtout très attendue pour les fans lassés d'être cantonnés au Wi-Fi. Pour y accéder, rendez-vous dans la section expérience de l'application Stadia.
Côté science, le réacteur à fusion ITER commence à être assemblé. Le projet international ITER a pour objectif de révolutionner l'énergie. Le principe, maîtriser la fusion de l'hydrogène pour générer une énergie propre et inépuisable. Lancé il y a une quinzaine d'années, le projet ITER vise à reproduire l'énergie produite par le soleil pour proposer une alternative aux énergies fossiles. Et vous avez une idée de quand il sera assemblé ? Alors il faudra attendre 2024 pour que le réacteur soit assemblé. Le premier plasma, quant à lui, pourrait voir le jour entre 2025 et 2026. Merci Victor. Marc Taïeb, est-ce qu'il y a une actu qui a retenu votre attention ces derniers jours dans la tech ? Ah oui, c'est une question, il fallait y réfléchir avant. Dans la tech, non, il y a eu la box de Xavier Niel, qui était... Et donc, qui avait un peu donné un petit coup sur la tête au Wi-Fi 6, c'est ça qui vous a marqué ? Non, moi j'étais d'accord avec... j'étais pas du tout... j'attendais pas du tout du Wi-Fi 6 dans une box. Il faut vraiment distinguer le Wi-Fi professionnel du Wi-Fi qui est posé dans un salon, au milieu d'un salon. Et je trouve que le Wi-Fi 5 est vraiment exceptionnel. Donc, mais il aurait mis Wi-Fi 6, ça aurait été super aussi. Mais c'était pas le paramètre numéro 1. Merci beaucoup Marc Taïeb. Je vous laisse rejoindre vos activités quotidiennes parce que nous, on va commencer à recevoir nos nouveaux invités pour le débat sur la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale. Alors, les technos, les modèles que ça impose, la fiabilité, la sécurité. Bon, pour répondre à toutes ces questions et surtout pour en débattre, j'ai convié autour de la table Juliette Delanoë, cofondatrice d'Hubble, expert de la vérification sécurisée d'identité en ligne. Benoît Piédalu, de la Quadrature du Net, une association de défense et des droits et des libertés dans l'espace numérique. Et Raphaël de Cormis, vice-président de la Digital Factory du groupe Thales, qui est un géant de l'électronique dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport. Je voulais commencer avec vous, Juliette Delanoë de Hubble. Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon déjà des technologies qui existent en matière de reconnaissance faciale ? Oui, et je vous remercie de cette question parce que je pense que ça permet de poser le débat. Quand on parle de reconnaissance faciale, on peut parler de beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a un premier type d'algorithme de reconnaissance faciale qui va permettre de reconnaître quelqu'un, qui est souvent volontaire. Donc, c'est-à-dire, j'ai une référence d'un visage, j'ai un autre visage qui va être présenté. Est-ce que c'est la même personne ? C'est typiquement les cas d'usage qu'on va retrouver au contrôle aux frontières ou sur votre application bancaire ou même sur votre iPhone, quand vous vous authentifiez. Donc il y a une base de données, il y a un matching. Alors non, il n'y a pas besoin de base de données dans ce cas-là. Il suffit d'avoir une référence stockée quelque part. Et ça peut être stocké dans la puce d'un document d'identité. Ça peut être stocké sur votre téléphone ou ça peut être stocké en centrale. Mais il est possible de faire quelque chose de très privé qui est dans la poche de l'utilisateur et que l'utilisateur sort quand il le souhaite. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qu'on va appeler le matching. OK. Il y a un deuxième cas d'usage qui est un peu plus effrayant et qui consiste à construire des grosses bases de visages en centrale et de faire des cas d'usage d'identification. Donc j'ai une personne et je vais aller essayer de trouver d'une base de plusieurs millions de visages qui est cette personne. Donc là, on est sur des cas d'usage qui sont plus intrusifs, qui vont permettre de faire de la surveillance potentiellement de masse. C'est typiquement le type de technologie qu'on va retrouver dans des pays comme la Chine. Et ces deux types d'algorithmes sont très différents. Vous avez posé la question du stockage. Donc là, on a la machine à reconnaître. Ensuite, où sont les références ? Où sont-elles stockées ? Sur quel type de serveur ? Est-ce que c'est des serveurs souverains, européens ? Est-ce que c'est des serveurs américains ? Est-ce que c'est en Europe ? Est-ce que c'est à l'étranger ? Qui a accès à ces données ? Et quelle est la quantité de données stockées ? Toutes ces questions-là, quand on parle de reconnaissance faciale, elles sont techniques, mais elles sont très importantes pour comprendre les impacts sur la vie personnelle. Merci, c'est très clair. Raphaël de Cormis de Thales, pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de la reconnaissance faciale ? Pourquoi on voit des usages se développer ? La reconnaissance faciale est l'une des technologies qui permettent de fluidifier les expériences, que ce soit en ligne ou dans le monde réel. Le but étant d'automatiser la manière dont la vérification d'identité, par exemple, est opérée. L'important, c'est de se dire à quel moment j'ai besoin de prouver que je suis bien moi pour être sûr que quelqu'un n'usurpe pas mon identité. Et il y a plein de façons de prouver que je suis bien moi, autre que la reconnaissance effectivement, faciale. Quand vous allez dans votre agence
sens bancaire, effectivement, votre conseiller vous reconnaît, vous avez une relation qui est établie et qui fonctionne très bien. Avec le passage... Il me demande mes papiers d'identité aussi, par exemple. Tout à fait. Alors effectivement, là, quand vous avez ouvert votre compte, il vous a demandé vos papiers d'identité, il vous reconnaît, il vous enregistre, vous êtes son client. Quand vous passez dans le monde en ligne, vous êtes effectivement en train de consulter vos comptes sur votre application bancaire, vous n'avez plus votre agent et votre conseiller en face de vous qui va pouvoir confirmer que vous êtes bien la bonne personne. Et pour être sûr que quelqu'un d'autre de malveillant n'accède pas à vos données de compte, on a besoin de prouver que vous êtes bien vous. Donc vous pouvez le faire avec un mot de passe, vous pouvez le faire en ayant inscrit votre téléphone comme étant votre point de contact. Et on cherche vraiment à augmenter le niveau d'assurance de cette identité. Et la reconnaissance faciale et la biométrie en général peut être un élément pour ajouter ce qu'on appelle un facteur d'authentification. Donc c'est un énième facteur d'authentification qui vient valider l'identité et protéger contre des fraudes, par exemple. C'est comme ça que vous l'envisagez et c'est peut-être aussi une interface plus simple. Et effectivement, en termes d'usage, cela permet d'éviter d'avoir une multitude de mots de passe, voire des mots de passe qu'on écrit sur un post-it. Cela permet aussi de fluidifier la manière dont on se connecte, effectivement, pour déverrouiller son téléphone ou accéder à un site en particulier. Alors voilà pour les points positifs. On va passer à Benoît Piédalu de la Quadrature du Net. La Quadrature a attaqué Alicem, donc Alicem qui a été développé par l'Agence des titres sécurisés, donc une institution nationale. Qui a été proposée, ils ne l'ont pas développé, c'est une application. Voilà, et vous êtes justement opposé à ce projet. Pas spécifiquement d'ailleurs sur ce projet, j'ai l'impression que c'est plutôt de manière globale et générale. Tout à fait. Que vous refusez l'instauration de la reconnaissance faciale. Voilà, donc on est en effet contre la reconnaissance faciale, on demande son interdiction pure et simple dans l'espace public et pour son usage policier. Je rappelle qu'il y a un cadre légal autour de la reconnaissance faciale qui limite fortement son utilisation. Par exemple, la fluidification n'est pas une application possible de la reconnaissance faciale, c'est reconnu par la CNIL donc par la réglementation. Donc en fait, ce n'est pas un usage autorisé de la reconnaissance faciale. Et donc oui, on est contre. Qu'est-ce qu'on a comme usage autorisé ? Alors éventuellement l'usage domestique est reconnu par la CNIL et nous on trouve que ça, donc domestique ça peut être, c'est prendre son téléphone et le déverrouiller justement. Exactement, son sachant visage. qu'il y a aussi un cadre juridique, c'est-à-dire qu'il faut bien que le visage ne soit pas envoyé sur des serveurs distants, c'est-à-dire chez Google, chez Huawei ou chez des entreprises de votre smartphone qui vous le fournissent ou qui fournissent l'outil d'authentification. Le gabarit, donc le visage avec lequel on va reconnaître que c'est bien vous, doit être stocké sur le smartphone, ne doit pas pouvoir en être extrait, il doit être chiffré sur la plateforme, etc. Il y a tout un cadre qui doit être suivi. Donc, éventuellement, ce genre d'usage pourrait être acceptable, mais l'usage policier et l'usage public dans l'espace public, pour nous, est inacceptable. Et ce sont des règles auxquelles vous faites référence, sont des règles françaises, européennes ou qui peuvent s'imposer même mondialement ? Alors particulièrement européennes, donc il y a la directive police-justice par exemple, au niveau européen, qui date d'il y a un certain temps maintenant et qui réglemente l'usage policier de la reconnaissance faciale et qui demande une nécessité absolue, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse prouver qu'il y a une nécessité absolue et qu'il n'y a absolument aucune autre méthode que la reconnaissance faciale pour effectuer une authentification, pour effectuer quelque chose qu'on voudrait faire avec. Et il y a le RGPD ensuite qui reconnaît que la biométrie est une donnée extrêmement sensible et qu'elle ne devrait pas être utilisée et donc il faut absolument prouver sa nécessité. Alors pas absolue cette fois-ci, mais il faut prouver quand même sa nécessité pour pouvoir en faire usage. Donc c'est un cadre légal qui nous semble quand même relativement restreint du cadre de l'usage de ces technologies et pour nous on peut même encore aller plus loin en l'interdisant purement et simplement parce qu'en réalité si on appliquait la réglementation actuelle, en fait il n'y aurait pas de cas possible de l'usage de cette technologie. Alors comment vous faites justement chez Hubble pour utiliser la reconnaissance faciale et la proposer sur des sites pour identifier des gens qui veulent se connecter avec voilà, ce format qui est assez simple finalement, hein. C'est-à-dire je montre mon visage et je suis automatiquement authentifié. Comment vous gérez ça, la réglementation, le RGPD, le règlement sur la protection des données ? Alors c'est quelque chose qui existait au moment où Hubble a été créé, donc qui était un très gros avantage pour nous parce qu'on a pu faire ce qu'on dit être du privacy by design. Moi, je me positionne tout à fait en accord avec ce que vient de dire la Quadrature du Net. Je pense que la biométrie et les données du visage sont des données qui sont très sensibles, très personnelles, qu'il faut traiter avec beaucoup de soin. On a un cadre légal qui est le RGPD
qui donne un cadre à la fois juridique et technique, en fait, sur la manière dont il faut faire les choses. Donc, typiquement, sur un cas d'usage de vérification d'identité qui est le nôtre, donc un utilisateur se présente un document d'identité que nous, on va pouvoir vérifier. La seule manière de s'assurer que c'est bien le sien, c'est le visage qui est imprimé. Quand on ne connaît pas quelqu'un. Donc là, dans notre cas, en fait, on n'a pas d'autre solution pour s'assurer, du moins en ligne, que la personne est bien le porteur du document. Ensuite, est-ce qu'on prend une décision automatique? C'est-à-dire, je me dis, bon, c'est pas la bonne personne. Est-ce que je vais refuser un accès, notamment à la création d'un compte en banque, notamment à un service dont je vais peut-être avoir besoin? Dans ces cas-là, il est important de prévoir des hommes derrière, pour pouvoir regarder ces cas-là et donner la possibilité à une personne de ne pas se voir fermer une porte des dizaines de fois de manière automatique. Et donc, nous, c'est ce qu'on propose aussi. Donc, on est dans un cadre de respect du RGPD avec une nécessité sur notre cas d'usage de proposer cette technologie qui renforce la sécurité de nos applications. Et on le fait, on ne stocke pas les données, on est dans un cadre complètement conforme à la loi. Raphaël de Cormis, on se pose la question aussi de la fiabilité de cette technologie, parce qu'on a vu plein d'applications qui montrent que finalement ça ne marche pas forcément très très bien, ne serait-ce que pour déverrouiller son téléphone, ce n'est pas forcément toujours efficace. On en est où des progrès en la matière? Alors, en fait, effectivement, il y a trois éléments qui sont importants quand on utilise la biométrie et la reconnaissance faciale. Il y a effectivement les données, les algorithmes et le cas d'usage. Et la combinaison des trois permet d'arriver à un niveau de performance le plus élevé possible. Quand on regarde les données, c'est effectivement comment elles sont protégées, comment elles sont exploitées. Donc stockées, on recommande qu'elles soient stockées au plus proche de l'utilisateur, dans son passeport, dans son téléphone par exemple. Et effectivement, on va en garder la représentation numérique qui va être optimisée, qui va être minimisée pour faciliter la performance de l'algorithme. Ensuite, il y a l'algorithme lui-même qui est testé régulièrement en termes de capacité et de taux d'erreur. Donc, en biométrie, il y a deux taux d'erreur. Il y a le taux de faux positif et le taux de faux négatif. C'est-à-dire qu'on vous a reconnu par erreur ou au contraire, on ne vous reconnaît pas par erreur. Et qu'est-ce qu'on choisit? On met le curseur où d'ailleurs? En fait, ça dépend du cas d'usage qui est le troisième élément. C'est que vous devez choisir effectivement comment vous ajustez votre curseur en fonction du cas d'usage. Par exemple, si vous faites du contrôle d'accès dans un lieu privé pour accéder à un site sensible, dans une entreprise, par exemple, conformément à un règlement intérieur, vous allez effectivement éviter les faux positifs, c'est-à-dire que vous ne voulez pas faire rentrer quelqu'un par erreur. Quand vous allez avoir, par exemple, une identification en ligne pour accéder à votre compte bancaire, de la même manière, vous allez ajuster et être sûr que vous allez diminuer le nombre de faux négatifs pour être sûr qu'on ne vous rejette pas par erreur. Donc, tout dépend vraiment de cette combinaison de la donnée qui est disponible et que l'utilisateur veut bien nous remettre, les algorithmes et le cas d'usage. Donc les algos aujourd'hui ne sont pas forcément super performants sur la reconnaissance faciale. D'ailleurs, moi j'entends souvent, on me dit, déjà pour reconnaître un chat, il leur faut des milliers d'exemples de chats. Alors un être humain qui change de look sans arrêt, qui peut lui-même se maquiller et transformer un peu son visage, aujourd'hui, on est loin encore d'une technologie stable, finalement. Alors, l'algorithme et la qualité et la performance du système augmentent effectivement régulièrement. Le maître étalon de la performance est le NIST, est donné par le NIST, donc l'organisme de régulation des technologies américaines, qui effectivement compare tous les fournisseurs en termes de performance. Et régulièrement, tous les trimestres, la plupart des fournisseurs soumettent leurs algorithmes pour être testés et mis en compétition. Le point important, c'est de se dire finalement que se passe-t-il en cas d'erreur une fois qu'on a ajusté son curseur, et d'où l'importance d'avoir une alternative proportionnelle effectivement au cas d'usage et d'être sûr qu'un humain puisse prendre le relais en cas de problème, soit pour confirmer l'erreur ou au contraire être capable d'avoir un feedback pour dire que il faut améliorer l'algorithme. Benoît Piédelu, c'est une bonne nouvelle ça finalement que les technologies soient pas totalement matures et que ça ne marche pas si bien que ça tout seul. Alors non, pour nous c'est un argument qu'on a régulièrement, de dire que les algorithmes ne marchent pas. Alors ils ne marchent pas non pas parce que les gens sont maquillés, par exemple, mais parce que les entreprises manquent de points de repère, d'images de base pour entraîner les algorithmes sur certaines ethnies, par exemple, sur certains types de visages. Donc c'est surtout là-dessus, mais elles y travaillent, on le sait. Et c'est ça qui peut poser un problème, c'est de la constitution de davantage de banques d'images, je dirais, de référence. Voilà. Et puis, alors il y a même certaines catégories de population qui
ont constitué eux-mêmes des bases de données pour dire non mais détectez-nous mieux. Enfin, on arrive à des situations complètement absurdes là-dedans. Et pour nous, c'est pas du tout l'argument. C'est-à-dire aller parler de l'algorithme en disant que finalement il n'est pas fiable, donc la technologie, ça va. Et puis il suffira de se mettre un masque, et puis il suffira de ceci, cela. En fait, pour nous, c'est le principe même de la détection de visage ou de la détection biométrique en général, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on détecte même on peut repérer une personne et individualiser une personne juste à sa démarche. Donc il n'y a pas que le visage. Mais pour nous, c'est le principe même, et non pas une technologie qui va de toute façon évoluer, qui va être capable, on en parlait avant, de détecter les gens avec un masque qui cache jusqu'au nez, et donc de détecter avec uniquement la position des yeux si vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Mais dans un cadre policier, de lutte contre le terrorisme, bon voilà, est-ce que vous pouvez comprendre finalement qu'il y a des cas d'utilisation où ça peut être pertinent, parce que finalement ça permet de gérer des masses de données beaucoup plus rapidement et peut-être efficacement aussi? Alors déjà, je souhaitais corriger un peu ce qui avait été dit tout à l'heure. Il n'y a pas que la Chine qui peut faire de la comparaison sur des bases de données gigantesques. On a un fichier qui s'appelle le TAJ en France, qui est le fichier du traitement des antécédents judiciaires, qui contient 8 millions de photos de Français. Et la police a le droit d'aller faire de la comparaison faciale, donc d'essayer de retrouver des gens, c'est exactement ce qu'on disait sur la Chine tout à l'heure, d'essayer de retrouver des gens à l'intérieur de cette base de données. Donc en fait, ça existe déjà. Donc il y a déjà un usage policier de la reconnaissance faciale. Et vous pensez que c'est suffisant et qu'il ne faut pas aller plus loin? C'est ça votre position? On pense que c'est déjà un problème. De toute façon, déjà qu'il y a une catégorie de population qui est moins de droits que les autres finalement. Si je ne suis pas dans le TAJ, on ne va pas pouvoir me retrouver en faisant de la reconnaissance faciale. Mais si par hasard j'ai été victime d'une affaire, que ma photo est dedans, en fait on peut me retrouver parce que c'est très compliqué de se faire enlever du TAJ. Donc non, je pense que ce n'est pas du tout une bonne solution de parler de ce type de technologie en disant qu'on va résoudre des problèmes terroristes avec. Les problèmes terroristes, ils arrivent de manière il y a très peu d'actes terroristes finalement, et donc aller déployer une technologie qui est finalement une technologie de surveillance de masse. Ce sont des outils d'enquête supplémentaires, c'est ça aujourd'hui l'argument. Vous parlez d'un outil d'enquête supplémentaire, là où en fait la réalité c'est d'installer un outil de surveillance de masse dans l'espace public. C'est ça, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est nous allons installer... Moi je dis rien, je vous pose des questions. Oui. Non, mais en disant ça, finalement, ce qu'on dit, c'est on va installer un outil de surveillance de masse dans l'espace public de manière permanente pour éventuellement, de temps en temps, l'utiliser à des fins de surveillance terroriste. Or, c'est évidemment pas ce qui va se passer. On a eu l'exemple en Inde, par exemple, où on disait qu'on allait installer un outil de reconnaissance faciale pour retrouver les enfants perdus. Donc ça, tout le monde va dire, bah oui, c'est bien retrouver les enfants perdus. Comme c'est bien de retrouver les terroristes avant qu'ils fassent des actes ou juste après qu'ils aient fait des actes pour éviter qu'ils en fassent d'autres. Évidemment, la première action qui a été prise, le premier usage qui a été fait de cet outil développé en Inde, c'est d'aller lister les manifestants dans les manifestations contre le gouvernement. Et ça, c'est ce qui nous attend si ce. Et une fois que ça existe, voilà, on ne peut plus faire grand-chose contre. On a commencé à l'aborder justement parce que la reconnaissance faciale, moi j'ai titré ce débat comme ça, mais finalement ce n'est qu'une petite parcelle des outils biométriques. Et peut-être ce qui est plus intéressant et peut-être plus inquiétant aussi, c'est tout ce que vous faites aujourd'hui autour de la reconnaissance comportementale. Est-ce que ça, il y a des outils qui existent déjà, qui sont mis en œuvre? Je ne sais pas, par exemple, moi j'avais vu une expérimentation dans les gares à la SNCF où on pouvait commencer à identifier des comportements suspects à partir des mouvements, des déplacements des gens. Leur température aussi, la température du corps. Les émotions, il y a une expérimentation qui a été faite à Nice. Benoît Pied-d'Alu, oui. Oui, pardon. Il y a une expérimentation qui devait être faite à Nice, justement, sur la reconnaissance d'émotions. Oui. Donc la question, c'est à quoi ça sert? Pourquoi on va aussi loin sur le comportement des gens? Qu'est-ce qu'on veut chercher, en fait, avec tout ça, avec ce type de technologie? Et c'est extrêmement intrusif, finalement, de mettre en place ce type d'outils. Et les maires, les responsables de collectivités locales se font démarcher beaucoup ces dernières années sur ce type de technologie, et particulièrement dans le sud à Nice, ils sont très friands de ce type de technologie. Ils ont fait des tests au carnaval. Ils ont des records en matière de vidéosurveillance. Ouais. On se demande finalement ce qu'ils cherchent. Finalement, est-ce que c'est du pouvoir sur les citoyens, c'est-à-dire de savoir exactement ce qui se passe, ce que les gens pensent, ou autre? Qu'est-ce qu'ils cherchent finalement avec ce type de technologie extrêmement intrusive?
Et ces technologies, elles en sont où aujourd'hui? En fait, effectivement, on a... Raphaël de Cormis. Il y a des images qui sont disponibles sur lesquelles, effectivement, on peut faire un certain nombre de traitements. Et l'enjeu, c'est de se poser la question, une fois de plus, du cas d'usage qu'on veut adresser. Si on prend, par exemple, un cas d'usage de sûreté, donc vous avez une zone dans un espace privé qui est limité à un certain nombre de personnes, vous voulez être sûr que vous n'êtes pas encombré, effectivement, vous pourriez dire, je vais faire de la reconnaissance faciale, je vais compter les visages, donc je sais combien j'ai de personnes dans ma zone. Mais en fait, en réfléchissant, on peut très bien compter les individus sans aller regarder leur visage. On peut compter les épaules, on peut compter les bras et puis diviser par 2, par exemple. On peut très bien avoir aussi imaginé, regarder les flux des gens dans les espaces, mais en utilisant des biométries dites éphémères sur les vêtements, par exemple, qui ne vont pas... Qu'est-ce que c'est la biométrie éphémère? Alors, c'est une biométrie qui peut changer. C'est-à-dire que mes vêtements, effectivement, vous allez me reconnaître parce que j'ai une chemise blanche et une veste bleue aujourd'hui, mais demain, si je me change, en fait, vous ne saurez pas que c'est moi qui passe par la station de métro XY. Donc l'enjeu ou tel magasin ou telle entreprise. L'enjeu, c'est de dire finalement quel est l'élément qui permet, quels sont les éléments qui permettent de traiter les images sans pour autant s'intéresser à des données très personnelles qui sont les données biométriques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a dit que Juliette Delannoy. On a dit que ces algorithmes de reconnaissance faciale, ils n'étaient pas fiables. Moi, je voulais quand même revenir là-dessus parce que sur les cas d'usage de matching, donc reconnaître une personne que j'ai déjà vue, c'est une excellente aide à la décision et ça renforce la sécurité des décisions des hommes. Sur des décisions, et donc ces technologies-là, elles sont utiles pour reconnaître quelqu'un. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'utilise et c'est très clair que ça a de bonnes performances pour nous aider à résoudre notre problème. Vous avez un taux, par exemple, de réussite? Les taux sont publics. On a parlé des taux du NIST. En effet, c'est la référence. Donc tous les fournisseurs en fait sont testés. Il y a beaucoup d'algorithmes aussi open source qui existent. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir des algorithmes qu'on entraîne, etc. C'est des choses qui sont aujourd'hui très disponibles en fait, et même gratuitement pour des entreprises qui souhaitent s'équiper. Et donc il y a des algorithmes de qualité qui existent et qui sont utilisables. Voilà, je sais que ça peut faire peur à la quadrature du net, mais c'est la réalité. Et ce taux, il est quoi? Il est à 60-70%? Ah, c'est bien mieux que ça. C'est bien mieux que ça. Donc, le NIST doit vérifier sur des bases de données qui font des dizaines de milliers de visages et on doit être autour de quelques erreurs de matching sur ce type de quantité. Donc, on est sur des choses qui marchent bien, quoi. Et ensuite, tout dépend du seuil. Pourquoi ça marche bien? Parce qu'il y a beaucoup de données. En fait, il y a beaucoup de photos de visage. Les gens aiment bien prendre des selfies. Les gens, on leur met dans les mains une application pour paraître plus vieux, pour se transformer. Je suis une femme, j'ai testé si j'étais un homme, etc. Donc, je donne mes données à des applications pour m'amuser. Et en fait, ces données, elles sont stockées quelque part. Et puis derrière, on a des bases biométriques un peu sauvages qui sont créées et avec des algorithmes qui sont entraînés derrière. Et ces algorithmes-là, ensuite, ils sont vendus sur le marché. Sauvage, ça veut dire illégal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça, donc ça veut dire illégal. Pas le droit d'utiliser ces bases de données et pour autant, c'est le cas. En fait, la question qui se pose, c'est quand on fait de la reconnaissance, en tant qu'utilisateur, quand on utilise un outil qui nous capture nos données de visage, idéalement, je sais que c'est pas facile, mais il faudrait se poser la question de à qui je donne ces données-là. Pourquoi cette application elle est marrante et elle est gratuite? Alors là, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il y a un cadre juridique autour de ça. Oui. Le cadre juridique, c'est le RGPD, en l'occurrence. On donne en effet des données personnelles à un certain nombre de services. On va savoir à qui et pourquoi. Voilà, c'est pas forcément uniquement des données biométriques, mais ça peut être plus large que ça. Et en effet, on doit savoir quel traitement va être fait sur nos données. Si d'abord c'est on donne nos données à tout traitement, ça, c'est pas autorisé. Il faut qu'on puisse dire, d'abord, il faut qu'on puisse le donner uniquement pour le cas d'usage, c'est-à-dire se vieillir, et puis ensuite, la donnée disparaît. Si la donnée est utilisée à autre chose, on doit nous demander l'autorisation. Par défaut, elle ne doit pas être donnée. Enfin, il y a vraiment un cadre juridique très clair. Et pour ça, nous... Là, ce que nous dit Juliette Delannoy, c'est que oui, il y a le cadre juridique, mais dans les faits, il y a des bases de données. La question qui se pose, c'est qui est soumis au RGPD? Les sociétés
qui travaille en Europe, mais une société russe qui va déployer une application mobile pour des citoyens partout dans le monde, en fait. Quel est le pouvoir? Elle est soumise au RGPD, mais quel est le pouvoir? C'est très clair, je suis d'accord avec vous, mais comment on va les forcer à le respecter? Alors, il y a des amendes qui sont prévues. Google n'est pas une société européenne et pourtant... ça, c'est le travail de la Commission nationale informatique et liberté, de la CNIL aujourd'hui. Voilà, donc c'est qui a donné une amende, par exemple, il y a 1 an et demi de 50 millions d'euros sur des questions de données personnelles à Google. Donc, elle a tout à fait les capacités de le faire. Maintenant, c'est est-ce qu'elle veut le faire? Est-ce qu'elle a le nombre suffisant de personnes pour le faire? Et ça, c'est une volonté politique. Et de l'État français, et de lui donner les moyens. Et qu'elle soit saisie par quelqu'un, parce qu'elle ne va pas enquêter sur n'importe quel... En fait, elle n'est pas saisie par les citoyens. On dépose un certain nombre de plaintes et parmi elles, la CNIL fait son choix et décide d'attaquer ou pas une entreprise, d'aller enquêter. Elle a un pouvoir d'enquête qu'elle peut mettre en place. Et en fait, le RGPD s'applique à toute entreprise qui traite des données personnelles de personnes européennes. Et là où je rejoins Juliette Delanoë, c'est qu'effectivement, on ne peut pas surveiller l'ensemble des applications que les Français utilisent sur le marché, parce que chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut arriver à une situation où finalement, face à ces bases de données sauvages, face à ces inquiétudes de société, ces modèles de société qui sont refusés, on voit les dérives déjà de par le monde, pas encore en France, heureusement, mais ailleurs déjà, est-ce qu'on peut imaginer interdire ces technologies biométriques ou de reconnaissance faciale? Bien sûr, alors c'est tout à fait possible, c'est déjà fait dans un certain nombre de lieux. Il y a des villes aux États-Unis même et sur la côte ouest qui l'ont déjà fait, donc c'est tout à fait possible. Nous, on a lancé une lettre ouverte pour demander l'interdiction de la reconnaissance biométrique qui a été signée par 150 organisations et associations pour aller dans ce sens-là. Il est tout à fait possible de refuser une technologie. Alors moi, j'ai demandé à Raphaël de Cormis, de refus de cas d'usage. Je vais demander c'est très important de faire la différence. Justement, aux fournisseurs de solutions aujourd'hui de reconnaissance faciale. Ça, pour vous, ça veut dire remettre complètement en cause votre business model et votre business de déploiement. Alors en fait, le point, c'est tout à fait l'utilisation. Est-ce que ça vous inquiète la possibilité que ce soit totalement interdit? Alors nous, on est favorable à ce qu'il y ait un cadre juridique au-delà du RGPD et de la loi, de la directive police-justice européenne. Une fois de plus, c'est vraiment une question de cas d'usage. Est-ce qu'on est dans un domaine privé? Est-ce qu'on est dans un domaine, un lieu et un espace privé accueillant du public? Est-ce qu'on est dans le domaine public? Qui est le fournisseur de la solution aussi? Exactement. Et finalement, regardez l'ensemble du traitement. Une fois de plus, la biométrie va être une partie d'un processus beaucoup plus large et se pose des questions de comment est informé le public, comment est pris le consentement, comment est traitée l'erreur, quelle est l'alternative manuelle. Est-ce que vous sentez qu'il y a une menace qui est sous-jacente sur la reconnaissance faciale? De notre côté, nous pas du tout sur les cas d'usage de vérification d'identité où en fait on a un usage qui est très clair et qui se fait dans le cadre de la loi. On est une société européenne, donc c'est plus facile de s'assurer qu'on respecte le RGPD quand on est une société européenne, quand les données qu'on utilise, elles transitent par des serveurs. Donc voilà. Par contre, elle transite dans des serveurs qui sont des serveurs souverains, qui sont des serveurs qui sont soumis au droit européen et pas forcément au droit américain comme 95% de l'Internet européen. On revient à la question de la souveraineté numérique de la France. On arrive au bout de ce débat. Voilà. Merci beaucoup pour vos éclairages qui étaient, comme j'avais prévu, assez complémentaires. On va continuer avec notre alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Avec moi toujours Juliette Delanoë de Hubble, Benoît Piédalu de la Quadrature du Net et Raphaël de Cormis de Thales. Et nous sommes connectés avec Damien Bancal, qui est le directeur du pôle cyberintelligence de 8Brains. Bonjour Damien. Bonjour. Vous voilà de retour en France à une heure tout à fait correcte du coup. Oui, alors, c'est ça. Cette semaine, vous vouliez nous sensibiliser sur l'importance de chiffrer nos correspondances. Très important, parce que depuis quelques semaines, on en parle d'ailleurs tous les jeudis, on a de plus en plus malheureusement d'infiltrations d'entreprises. Alors qu'elles soient françaises, québécoises, luxembourgeoises, belges, peu importe, on s'est rendu compte que les pirates informatiques étaient véritablement dans un état d'esprit d'infiltration
et exfiltration de nos informations. Et ils s'en servent, hein, ils s'en servent, ils les analysent et ils les revendent dans le black market. Bref, s'il faut craindre vraiment cet espionnage, alors qu'il peut être étatique, certes, mais il est surtout aussi généraliste par des pirates informatiques malheureusement très mercantiles, il y a vraiment des solutions à mettre en place pour éviter, parce que l'infiltration, on ne l'évitera pas. Il faut être très clair, la sécurité à 100% n'existera jamais, mais pour éviter qu'ils se servent ensuite des potentielles informations qu'ils ont pu voler. Oui, mais alors, est-ce qu'on s'adresse là aussi à tout citoyen, internaute lambda, au moment où il envoie un mail à sa famille? Est-ce qu'il y a vraiment une urgence aujourd'hui à chiffrer dans ce cadre-là? Oui, alors c'est un peu comme la biométrie. La sécurisation et le chiffrement de ces données, il faut véritablement y réfléchir très sérieusement aujourd'hui. Et le chiffrement, pourquoi c'est indispensable? Pour vous et moi, pour l'utilisateur lambda, mais aussi et surtout en entreprise, le chiffrement, c'est quoi? C'est pas quelque chose de si compliqué. C'est au lieu d'avoir des Damien ou des Delphine, des César ou des Joséphine, on aura des 01 et des 02. On aura des informations que si quelqu'un récupère, je ne sais pas, mon plan comptable, mes documents sensibles, eh bien, il ne pourra pas les lire. Donc, pas les lire, pas les analyser et surtout pas être capable de les revendre. Et alors, comment on fait? Est-ce que vous avez des outils pour nous aider à nous y mettre? Ah, c'est simple, demain on est en vacances. Eh bien, pourquoi on ne va pas se jeter sur l'outil? Par exemple, je vais prendre l'exemple très clair de Thunderbird. Thunderbird, c'est quoi? C'est un outil un peu comme Outlook, qui est de la grande famille de Mozilla, et qui vient d'implémenter automatiquement un outil de chiffrement qui s'appelle OpenGPG. C'est quoi? Ah, ça paraît compliqué, ça paraît bancal sous cette forme-là, mais non. C'est un outil qui va vous permettre de chiffrer vos informations et surtout, eh bien, de mettre, comme on dit, les mains dans le cambouis. C'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas compliqué, il faut prendre quelques temps. Après tout, on est en vacances, on va commencer à réfléchir et on va se rendre compte que en mettant le chiffrement déjà en place autour de soi, avec la famille, les amis, les copains, etc., eh bien, on va commencer à comprendre qu'au sein de son entreprise, c'est indispensable. C'est pas très compliqué, il faut juste s'y mettre. Ça demande à acquérir de nouveaux réflexes et du coup à changer aussi de boîte mail? Oui et non. Ah non, pas obligatoirement. On va changer d'outil. Mais il faut savoir que par exemple OpenGPG, comme PGP, ces fameux outils de chiffrement, fonctionnent que ce soit sur Thunderbird, sur Office 365, peu importe. Il faut juste avoir cette fameuse hygiène numérique que nous explique très souvent l'ANSSI, vous savez, hein, l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information. Eh bien, il faut s'y pencher. Après tout, c'est comme quand je lis un mode d'emploi. Eh bien là, c'est le même principe. Je vous promets, en 1 heure, vous avez compris. Et le chiffrement et surtout la mise en place de vos courriers sécurisés. Parce que si jamais quelqu'un volait vos fameux courriers, eh bien sans votre clé de déchiffrement, il se retrouvera quelque chose de totalement inutile. Et surtout, vous sauvez et vos données et éventuellement aussi le fait de vous retrouver devant la CNIL parce que vos informations sensibles appartenant peut-être à vos clients sont en train de fuiter. Je suis d'accord avec vous, Damien. Merci beaucoup pour cette alerte cyber. Moi, j'utilise un peu ProtonMail, j'avoue pas toujours. Est-ce que vous utilisez des messageries chiffrées ? Alors particulièrement oui, GPG, oui. Mais maintenant on utilise beaucoup, moins le mail, et les gens utilisent moins le mail, mais plutôt des messageries directes. Donc vous avez des messageries qui font du point-à-point, ce qu'on appelle du point-à-point. Le chiffrement dont la clé est sur votre smartphone et vous avez la clé publique de la personne avec laquelle vous discutez. Donc par exemple vous avez Signal qui est une messagerie instantanée qui peut même remplacer vos SMS. On a fait tout un débat sur les messageries chiffrées. Voilà, et ça c'est très important d'avoir des outils comme ça. Et c'est important aussi de rappeler que le gouvernement actuel, justement, dans cette histoire de lutte contre le terrorisme et autres, est en train de réfléchir à affaiblir le chiffrement en demandant, par exemple, à ce qu'il y ait des portes dérobées dedans. Absolument. Qui permettent à un gouvernement d'accéder quand même au message. Je rappelle qu'à partir du moment où une porte dérobée existe, elle sera utilisée par quelqu'un d'autre que la personne à qui elle était dédiée. On en a parlé aussi. Merci beaucoup Damien Bancal de 8Brains pour cette alerte cyber et puis cette motivation à nous mettre enfin aux messageries chiffrées. On passe à notre séquence et demain. Et demain, à quoi va ressembler la rentrée prochaine? Et oui, je vous parle déjà de la rentrée, j'en suis désolée. À quoi pourrait ressembler une salle de classe virtuelle, hyper connectée, forcément. Mais j'avais envie qu'on en ait un exemple un petit peu plus concret. Alors, je vous propose de découvrir une version de cette salle de classe du futur avec Lionel Châtaignier, qui est le PDG de Pixmind. Bonjour Lionel Châtaignier. Bonjour.
Merci d'être connecté avec nous. Vous êtes une entreprise française, vous lancez une classe du futur, comme vous l'appelez, où l'enseignant peut être connecté avec 500 élèves en même temps, c'est ça? Oui, et pas que. Il y a une connexion qui va être... Oula, il y a un gros retour. Il y a une connexion qui va être de 500, 800, enfin autant qu'on veut d'étudiants un peu partout dans le monde, mais c'est surtout, on base sur une technologie qui utilise, complètement novatrice, qui permet d'avoir tous les murs qui deviennent tactiles. Et donc tous les cours vont être donnés d'une manière numérique avec un prof qui va se servir comme support pour apprendre aux jeunes gens, ou aussi bien aux enfants, des murs à l'image d'une grosse tablette tactile qui pourrait faire 50 mètres carrés. Ah, une sorte de tableau blanc sur lequel on viendrait griffonner sur tous les murs, c'est ça? Mais avec une interaction qui serait possible? Sur tous les murs, tout à fait. Donc on avait fabriqué des protos, puis ensuite on a un petit peu plus avancé. Et là, on vient d'ouvrir notre première salle de classe à l'INSEC. Donc nous, on est dans nos montagnes, donc on a utilisé l'INSEC de Chambéry, ouais. Et on a clairement, donc je ne sais pas si vous avez des images. Après, on va passer des images. Je crois. Une salle de classe avec des murs tactiles, voilà. Et c'est plutôt une solution qui semble adaptée pour de la formation professionnelle que pour l'éducation nationale, parce que s'il faut équiper tous les murs en écran, ça doit coûter une fortune. Vous savez, à l'origine, cette techno, elle était basée, moi j'ai créé ça, on crée beaucoup de choses à Pixmine, diverses, toujours bien sûr focus dans la tech, mais j'ai créé ça de manière à faire une grande tablette tactile graphique géante, comme je le disais, qui peut s'adresser aussi bien aux entreprises, au sport, à tout ce qu'on peut. Et puis alors, l'éducation nous tient à cœur, particulièrement à moi, avec mes enfants, qui sont un petit peu axés sur leur téléphone. Je pense que tout le monde va se retrouver là, axés sur des écrans, qui en oublient peut-être de se concentrer sur l'essentiel. Donc, au lieu d'aller à contre-courant, au lieu de se battre, j'ai dit, tiens, et si on faisait ça? J'ai donc pris des gosses autour de moi pour voir comment ça fonctionnait. Ça a eu l'air de fonctionner. Et c'est comme ça qu'on a créé cette salle. Est arrivé après des laboratoires qui travaillent sur le coopératif, le communautaire, sur l'enseignement, bien évidemment, et qu'on crée des programmes adaptés. Et l'alchimie a l'air de fonctionner. Alors très rapidement, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de temps, en termes de prouesse technologique, vous travaillez sur un type d'écran spécifique ? Oui, avec une technologie spécifique qui permet de rien avoir en extérieur. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Il existe déjà des solutions avec des projecteurs, mais c'est tout extérieur, c'est un peu compliqué. Là, en clair, on fabrique un écran purement aussi grand qu'on veut. On n'a pas de limite de taille. On peut aller jusqu'à 100, 150 mètres carrés. Et il est tactile, quoi, ni plus ni moins, avec le contenu qu'on veut mettre dedans. C'est géré par des PC, des ordinateurs purement conventionnels, donc on met bien le contenu qu'on veut, on interagit sur des grandes surfaces. Est-ce que c'est accompagné aussi d'une démarche pédagogique spécifique? Parce que la techno en elle-même, elle ne fait pas tout, on est bien d'accord? Absolument pas. Absolument. Ou absolument pas. Non, la techno, c'est un outil. Moi, je fabrique, j'invente. On est des industriels, on invente des outils. On avait inventé des souris, on a inventé beaucoup de choses qui sont distribuées maintenant. Et bien, le Cube, on a fait la même chose. On invente des outils. On le laisse open sur l'imagination des personnes qui vont se l'approprier. En l'occurrence, là, c'est le laboratoire l'IRIS et l'INSEC et une grande partie de l'éducation qui a réfléchi à un contenu. Ils l'ont codé, on l'a codé, on l'a fait coder aussi par d'autres entreprises. Et on est arrivé, alors là, moi, je n'ai pas la connaissance sur comment être le plus pertinent sur une interface pour éduquer nos enfants et jeunes adultes. Et en plus, on n'a plus le temps, je suis désolée, hein, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que vous travaillez à la fois sur la spécificité du matériel et sur la démarche pédagogique. Merci beaucoup, Lionel Chataignier de Pixmine, et merci à tous, chers invités. C'est presque la fin de cette émission. Elle se termine par le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes à découvrir. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.